Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne. C'est un moment particulier pour moi. Cette chaîne va parler de cinéma, de séries, d'actualité, mais aussi de temps en temps, on va décrypter l'histoire du cinéma sur des mouvements, des réalisateurs ou réalisatrices, des acteurs qui ont pu marquer cet art. Si vous voulez ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, je pense que ça va être super. Aujourd'hui, on va faire une critique sur le film Babylone, film réalisé par Damien Chazelle et sorti fin 2022. À l'heure où je m'enregistre, le film a fait plus d'1 million d'entrées en France, c'est super. Cette critique sera sans spoil, puis avec spoil. J'indiquerai sur la vidéo le moment où on va passer en spoil pour que vous puissiez partir. Donc Babylone, c'est un film réalisé par Damien Chazelle qui réalise là son quatrième long métrage après Whiplash, La La Land et First Man. Babylone, c'est une épopée au cœur des années folles d'Hollywood, de l'âge d'or du cinéma muet, et on va suivre les personnages qui vont être de tous les niveaux de l'échelle sociale, du plus bas au sommet, et on va voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir avec l'arrivée du cinéma parlant. C'est la grande révolution de cette époque pour Hollywood, et on va les suivre sur une dizaine d'années. C'est une sorte de remake de Chantons sous la pluie cocaïnée finalement. Donc j'ai un avis globalement positif sur le film, j'ai passé un super moment. On est directement plongé dès les premières minutes au cœur de la folie hollywoodienne. Je pense notamment à la première fête, c'est une explosion, on en prend plein la vue. L'immersion est totale, ça c'est vraiment réussi. Et le tout est sublimé par une super bande originale jazz à inspiration rock plutôt moderne. C'est très cool et ça je pense que c'est à voir. Les décors sont top, les costumes aussi. La qualité des scènes est vraiment, vraiment sublime. Je pense qu'il y a même un petit côté épique sur cette première partie. Et Damien Chazelle réussit vraiment à bien nous transmettre l'énergie de la période des gens avec leurs rêves, leurs folies, leurs excès, leurs passions, mais aussi leurs peurs, leurs doutes, leurs craintes. Je trouve que ça, c'est un des gros points positifs du film. Le film est divisé en 4 arcs globalement. C'est pas mal parce que ces arcs, ils prennent tous des chemins différents et ça nous permet de bien couvrir toutes les facettes d'Hollywood, de cet univers. Et donc à la fin d'avoir une peinture, un tableau plutôt global de la période. Un petit mot sur les acteurs. Les acteurs sont bons, voire très très bons. Margot Robbie, elle crève l'écran, elle est absolument exceptionnelle dans un rôle d'une étoile montante totalement excessive dans tout ce qu'elle entreprend et totalement loufoque. Et aussi Brad Pitt. Brad Pitt qui fait du Brad Pitt, mais ça fonctionne, tout fonctionne avec lui. En plus, c'est pas un rôle super simple à jouer. On y reviendra, mais la deuxième partie, je pense il est assez subtil et on aura le temps d'en reparler. Selon moi, le gros point négatif du film, c'est sa longueur. En effet, faire un film de plus de 3 heures, c'est un exercice particulièrement difficile car en fait, il faut faire oublier sa longueur au spectateur. Quand il sort de sa séance, il faut qu'il se dise: ah bah les 3 heures, je les avais pas vues passer. Là, pour moi, c'est loupé. Le film, il est divisé globalement en 2 parties. La première partie où ça va être sur l'âge d'or du cinéma et qui va être vraiment très rythmé. Et la deuxième partie avec la révolution de l'arrivée du cinéma parlant. Et là, le rythme va bien baisser et on va voir comment les personnages vont s'en sortir. Cette deuxième partie est pour moi un échec. Pas vraiment un échec, mais beaucoup moins bien que la première partie. C'est un petit peu finalement la gueule de bois après Nuit endiablée. Sauf que la gueule de bois dure un petit peu trop longtemps, car Damien Chazelle a la volonté de donner une conclusion satisfaisante à chacun des arcs narratifs développés. Après ça, on peut pas vraiment lui en vouloir, mais c'est un poil trop long. Voilà, une partie 1 bien rythmée où on n'a pas le temps de respirer, voire quasiment un peu trop, on étouffe. Et la partie 2 où là, on va plus prendre le temps de passer du temps avec les personnages qui vont se questionner. Malheureusement, on attend un petit peu la fin. La partie 1 est vraiment, vraiment top. L'immersion est totale dans la folie qui s'est emparée de ce Los Angeles d'entre-deux-guerres. On vit bien l'âge d'or du cinéma avec la décadence, la démesure. C'est vraiment bien représenté et on vit très bien ça. La première partie est vraiment très bien réussie. Je pense que vous l'aurez compris, la deuxième partie m'a un petit peu moins convaincu, même si on peut pas franchement dire qu'elle est ratée. Il y a beaucoup de scènes à rallonge que je pense qu'on aurait pu écourter.
Et la conclusion des arcs narratifs est convenable dans l'ensemble, même sauf celle de Brad Pitt qui est parfaite. Un autre défaut qu'on aurait pu soulever, c'est le manque de cohérence des scènes, le manque d'interrelation. On pourrait enlever des scènes sans que ça change le scénario, mais pour moi, c'est pas forcément grave parce qu'on n'est pas dans un thriller hyper bien ficelé avec des rebondissements, une intrigue, où vraiment c'est important. Là, c'est plus une épopée. On va vivre quelques années de la vie à côté des personnages et on va découvrir leur monde et on va les accompagner pour le meilleur et surtout pour le pire. Donc le pari de Damien Chazelle est globalement tenu. Il a réussi à nous faire voyager dans cette époque clé entre le Wild West et l'industrialisation du cinéma. Il nous parle de plusieurs thématiques, mais notamment de l'arrivée de la célébrité internationale. Auparavant, c'était qui les personnes connues? C'était les rois, les princes, les artistes, parfois des acteurs de théâtre auprès d'une minorité intellectuelle, mais ça restait des gens qu'on voyait de loin. C'est ça ce qui a changé le cinéma, c'est que l'arrivée des acteurs et des actrices qui sont devenus des phénomènes mondiaux du jour au lendemain, car on les voyait sur grand écran, en gros plan, on se souvenait mieux de leurs traits, de leur visage, et ça a ajouté une vraie proximité avec le public. Donc c'est va vraiment être de ça dont le film traite, et de comment on gère sa célébrité, parce que un jour on va être personne, le lendemain on va être au sommet, et le lendemain, le surlendemain, on va être plus personne. Donc, comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on l'accepte? Le film va aussi nous parler de l'arrivée du puritanisme dans les mœurs américaines au tournant des années 30. Et on voit un vrai décalage entre les deux parties du film. La première où tout est accepté, comme le lesbianisme, la sexualité exacerbée ou la mise en avant d'acteurs noirs. Alors que dans la deuxième partie, tout ça, ça va être relégué au second plan, ça va être très mal vu. Damien Chazelle a bien réussi à nous montrer cette période, mais sans forcément en cacher les côtés sombres. On va avoir son lot de malheurs avec les suicides, la dépendance, l'addiction, les vies brisées. Donc voilà, le film nous parle de fêtes, de gloire, d'excès, de folie, mais aussi de chute, d'addiction, de mépris de classe, de traumatisme, d'exclusion. On prend tout ça, on met dans une marmite avec du jazz cocaïné, Brad Pitt, de la drogue, on mélange tout et ça donne Babylone. C'est fini pour cette partie sans spoiler, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui vont me quitter, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne, voire en parler autour de vous. Salut. Donc Babylone s'inscrit dans un contexte historique très particulier. L'insouciance de l'entre-deux-guerres, la crise de 1929, la prohibition, les années folles en Europe où l'art était le centre de la vie mondaine, et bien sûr sans oublier l'âge d'or du cinéma muet, avec ses premières vedettes, ses premiers coups d'éclat, avant de devenir l'immense industrie qu'elle est aujourd'hui. Donc on était plutôt sur une période d'insouciance, de créativité, de liberté. Et on va avoir deux tournants majeurs à la fin des années 20, que sont l'arrivée du cinéma parlant avec le premier film Jazz Singer en 1927, qui est le premier film parlant, et la crise de 1929. Donc c'est une période charnière et les personnages vont être obligés de s'y adapter et on va les suivre tout au long du film pour voir comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Donc on a quatre arcs narratifs tout au long du film, dont deux qui sont entremêlés. On va parler en premier de celui de Brad Pitt qui, pour moi, est le mieux réussi, le mieux interprété. L'acteur est vraiment très bon. Mention aussi à Margot Robbie qui est excellente aussi. La star est à son apogée au début du film, totalement imbu de lui-même, alcoolique, mais diablement talentueux. Et son personnage est directement inspiré de l'acteur américain John Gilbert. C'était une des premières sex symboles d'Hollywood des années 1920, star de la MGM et qui a connu son apogée lors du cinéma muet. Il a plusieurs relations sulfureuses avec des actrices, dont la plus célèbre avec Greta Garbo. Et il va avoir une dispute à propos de celle-ci avec le directeur de la MGM, Louis Mayer, en 1900, à peu près au moment de l'arrivée du cinéma parlant. Et celui-ci va totalement le décrédibiliser en lançant des fausses rumeurs, notamment sur sa voix, en disant qu'il a une voix de faussaise et ce qui allait totalement à l'encontre de son image virile. Donc après sa carrière, ça sera plus jamais la même chose. Il va avoir quelques rôles, mais rien de comparable. Et il va mourir de son alcoolisme, d'une crise cardiaque en 1920. Sa vie a directement inspiré d'ailleurs The Artist, le personnage de Jean Dujardin, et aussi celui de Don Lockwood dans Chantons sous la pluie. Et ce qu'on peut dire, c'est que Brad Pitt l'incarne vraiment parfaitement, ce personnage, dans ce remake des années 1920. C'est un excellent arc narratif sans longueur et terriblement juste.
On sent bien la compréhension du personnage qu'il a quand Saka est en train de lui filer entre les doigts. Il comprend pas pourquoi est-ce que le public rit, pourquoi est-ce qu'il n'a plus de succès et pourquoi les critiques disent qu'il est finito. Pour moi, il y a deux dialogues marquants de cet arc. L'un avec sa femme qui est un petit peu coincée, où il va lui expliquer en quoi le cinéma c'est un art comme les autres, mais aussi il va même plus loin car il dit que c'est accessible et c'est pour tout le monde parce qu'il n'y a pas besoin d'éducation pour le comprendre. Et donc il va parler d'accessibilité du cinéma et qui sera pris par le peuple. Le deuxième dialogue qui est encore meilleur pour moi, c'est celui avec la critique qui va lui expliquer la notion de éphémère de la célébrité ainsi que de l'immortalité du cinéma. On va vi- Du coup, son personnage va vivre et lui-même, du coup, il va vivre infiniment aux côtés des spectateurs pourvu que ses films soient visionnés. Et donc, voilà, c'est deux notions très contraires qui sont ce qui ont éphémère peut en fait être immortel. C'est un discours fataliste mais teinté d'espoir. Et c'est la grande leçon du film, je pense, c'est le succès est temporaire, mais le cinéma, lui, est éternel. Et je trouve que la fin est particulièrement bien faite aussi. Il a un dernier dialogue avec son amie Anna May Wong, et où il va lui expliquer qu'il accepte son sort et qu'il a compris que sa vie d'avant ne reviendrait jamais. Et avant de partir, elle lui jette un dernier regard. Elle a compris ce qu'il allait faire et le spectateur aussi a compris ce qu'il allait faire. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont sa dernière scène a été filmée dans l'entrebâillement d'une porte, comme pour symboliser le fait qu'on est rentré dans son intimité profonde tout au long du film et que maintenant il est temps de refermer cette porte. On a l'arc principal de Babylone avec Manny et Nelly qui suivent des trajectoires différentes mais qui vont partager le même destin tragique. Ils commencent tous les deux l'aventure au pied de la montagne d'Hollywood qu'ils auront tous les deux à gravir, mais ils vont la monter de façon totalement différente. Nelly qui va faire son arrivée fracassante, son entrée fracassante dans le monde, détruisant tout sur son passage, tandis que Manny va prendre plus son temps, gravir pas à pas à force de courage, de détermination et de travail. Malheureusement, ils atteignent tous les deux leur sommet à des moments différents, mais Nelly va tout fracasser et provoquer leur chute. Nelly est directement inspirée de l'actrice Clara Bow, qui est aussi une des premières sex symboles d'Hollywood des années 1920, plus connue sous le nom de Hit Girl. Après une enfance misérable à Brooklyn avec une mère psychotique et un père absent, elle va rapidement monter, faire ses classes à Hollywood et devenir une star, mais avoir beaucoup de rumeurs à cause de son style de vie débridé sur sa vie sexuelle, même si la plupart des rumeurs vont se révéler fausses. Elle aura beaucoup d'aventures extra-conjugales aussi, et sa réputation va être peu à peu détruite par les journaux à scandale. Et l'arrivée du parlant, ça va être très compliqué pour elle. Elle va faire des films avec des gros échecs commerciaux, et aussi un énorme procès avec son ancienne secrétaire qui lui a fait du chantage. Ça va définitivement détruire sa carrière. Donc quand Manny tombe amoureux de Nelly, le premier soir, il tombe aussi amoureux d'Hollywood, de ce monde magique. En effet, il rencontre Nelly et Hollywood le même soir. Mais malheureusement, il aura un rêve qu'il ne pourra jamais totalement embrasser parce que Nelly ne sera jamais en mesure de lui rendre cet amour et va même provoquer sa chute d'Hollywood. Nelly, c'est vraiment la métaphore parfaite de ce Hollywood pré-industrialisation, un monde magique mais cruel. C'est la décadence même, tout comme la période, mais elle va jamais se remettre de l'arrivée du cinéma parlant et aussi de la tournure puritaine que prennent les États-Unis au cœur des années 1930. Au début du film, Manny c'est plus un spectateur, il est plus observateur et il ne fait pas grand-chose, même s'il a quand même quelques actions. Il va devenir acteur au fur et à mesure et il va même devenir réalisateur très coté avec l'arrivée du parlant. C'est probablement celui qui va le mieux s'en tirer. Il va travailler sur des projets de plus en plus ambitieux. Mais qui d'autre que Nelly pour briser son rêve? Nelly qui n'a jamais su se faire accepter par cette élite puritaine et se défaire de ses dépendances. Elle va provoquer sa chute, mais en lui proposant de l'épouser, elle lui offre une journée où son rêve s'accomplit totalement pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour elle, même si elle sait qu'au fond, elle devra l'abandonner parce qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas faire ça. J'ai beaucoup aimé la dernière scène de Nelly où elle s'enfonce dans la nuit, elle s'évapore, tout comme le rêve de Manny. L'arc de Sydney est probablement le moins long et le plus indépendant du film, mais reste quand même très sympa. Son histoire montre que le fait que les Noirs mettront beaucoup de temps à ne plus être catégorisés dans ce milieu, même si la route reste encore longue malheureusement. La scène où il doit se noircir le visage avec de la cire à chaussures pour s'adapter au projecteur
pour vendre le film qu'il est en train de tourner dans les États du Sud est peut-être l'une des plus fortes du film et donc très touchante. Donc voilà, le film est un poil trop long, 1 heure. Je pense qu'ils auraient pu enlever 3 quarts d'heure facilement. Il y a certaines scènes qui sont trop longues, que j'ai moins aimé. La première, ça va être celle de Nelly chez les bourgeois, qui sert pas à grand-chose. C'est celle où elle finit par vomir sur les gens. Elle sert pas à grand-chose si ce n'est montrer que sa carrière est définitivement finito et qu'elle est irrattrapable. La deuxième, c'est celle de Tobey Maguire, qui sert pas à grand-chose. Elle était sympa, elle était un petit peu loufoque, et dans un film de 2 heures, je pense qu'elle serait vraiment bien passée. Mais là, je pense qu'à la fin, c'était vraiment la fin du film, on aurait vu que ça se termine, et c'est reparti pour un tour. Donc voilà. Et la dernière, ça va être la conclusion. Après l'ellipse, on va retrouver Manny. Donc c'est vraiment pour lui donner une conclusion véritable au personnage où il va découvrir Chantons sous la pluie et il va pouvoir se remémorer cette période folle et ses amis. Et j'ai pas été trop convaincu par les scènes de l'histoire du cinéma à la fin, même si je comprends ce que le réalisateur voulait dire. Damien Chazelle nous a fait ici une vraie déclaration au cinéma et où il essaye de nous montrer l'essence même de cet art qui est de provoquer des émotions chez les gens. Donc voilà, c'est terminé pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et à la prochaine.